le sais, on t'a vu sur le petit écran plusieurs fois, un pilote de ligne, tu commandes un Boeing, tu es comme d'autres personnes volantes de ceux qui ont vu l'un de ces anges-là. Alors, ça s'est passé où? Comment? Alors, ça s'est passé en fait à plusieurs reprises. Et les deux premières fois, c'était essentiellement la première fois un éco-radar qui était seulement détecté sur le radar, parce que nous étions en vol de croisière au-dessus de ce qu'on appellerait une mer de nage. Et nous avons été doublés par un écho dont la vitesse était à peu près de 4000 km à l'heure, supérieure à la nôtre. Comme nous allions à peu près à 800-850 km/h, on peut compter sur une vitesse très proche de 5000 km/h. C'est honteux de cacher ça aux gens. Une seconde à fois, ce point-là, moi je passé dis c'est pratiquement la même abusé. chose, bien que cette fois nous avons parfaitement vu. Alors maintenant, désolé, hein, je filme très bien. Trois billes d'acier qui nous dépassaient par la droite, trois billes d'acier qui avaient derrière elles une énorme traînée lumineuse, assez bizarre d'ailleurs. Je crois que c'était tout aussi curieux que l'aspect de ces billes qui finalement n'était assez peu visible. Et derrière, la traînée était en quelque sorte dense, lumineuse et dense, comme si elle avait été produite, je ne sais pas, imaginons du polystyrène éclairé de l'intérieur, ça donnerait un petit peu l'impression. Parmi les recherches que tu as fait dans le domaine de l'ufologie, qu'est-ce qui t'a le plus frappé, le plus étonné, surpris? Oh, c'est un petit peu difficile à dire, mais en réalité, la chose qui me surprend toujours le plus, mais qui finalement m'a convaincu de la réalité du phénomène OVNI, de sa réalité concrète, ça a été l'attitude complètement aberrante des autorités officielles américaines qui avaient été mes chefs pendant que j'étais élève pilote aux États-Unis et qui, en pleine guerre de Corée, négligeaient complètement, mieux faisaient le nécessaire pour qu'il n'y ait aucun rapport d'objets, au moins d'apparence d'objets, qui se promenaient dans le ciel des États-Unis, en pleine guerre de Corée, alors qu'ils étaient en train de former des milliers de pilotes pour la Troisième Guerre mondiale. Or ça, c'est tout à fait improbable, c'est tout à fait impossible. On ne néglige pas, d'abord, quand on est responsable de la défense aérienne d'un territoire, on ne néglige pas ce qui se passe dans le ciel, mais... Je fais une petite pause là, parce que je trouve ça trop abusé, la vie de ma mère. Alors, vous vous rendez compte que là, je vous montre un document qui est quand même assez vieux. Hein. On parle quand même de 94. Hein. Mais je peux vous en trouver d'autres. De toute façon, je vais en faire d'autres vidéos et je vais vous montrer vraiment la plupart des choses que voilà, qui sont importantes. Mais il y en a tellement que je pourrais pas tout vous montrer. Mais bon, bien évidemment, là, on voit un pilote qui met en jeu sa carrière, qui voit des ovnis plusieurs fois, que ce soit sur des radars ou en live, et la réaction des États-Unis. Bon, des autorités, parce que franchement, hein, c'est pareil en France, attention. Mais aux États-Unis, attention, la population est majoritairement beaucoup plus au courant que nous quand même. Nous, on est très très en retard, que ce soit pour la légalisation, que ce soit pour tout en fait. On est en retard, mais c'est la prohibition encore ici. Pour bien des choses. Mais sachez une chose. Est-ce que vous comprenez un peu le paradoxe? On voit quelque chose dans le ciel. Le pilote voit quelque chose dans le ciel. Il y a eu d'autres témoins hein, ce jour-là. Et là, ils essayent de tout faire pour pas que ça se sache. Pour pas qu'il y ait Non, il y a un problème. Tout le monde le voit bien. Et là, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, c'est pas possible. Il y a quand même un truc qui cloche là-dessous. Donc, même le pilote, il s'en est bien rendu compte. Hein. Sachez que franchement, bien souvent, ça va être des drones, ça va être une fusée qui a perdu un truc, ça va être... Alors qu'au final, regardez un peu, si vous avez l'occasion, de toute façon, je vous mettrai une vidéo là-dessus. Les lumières de Phoenix. Il faut regarder sur YouTube, lumières de Phoenix. La ville de Phoenix, c'est quand même assez grande hein, aux États-Unis. Hein. Ils ont vu un objet immense pendant je sais pas combien de temps.
Et ils ont été dire que donc c'était quoi la solution. Donc ils ont été vite faire une conférence de presse aberrante. La conférence de presse avec un mec qui arrive en déguisement d'alien. Tout le monde explose de rire. Genre pour bien foutre la honte aux gens qui veulent en parler, quoi. Ils ont été dire que c'était des fusées éclairantes stationnaires. Hein, parce que vous savez, quand on jette des fusées éclairantes, elles sont stationnaires dans le ciel. Et elles avancent tout doucement, tout en même temps, stationnaires. Ok? Ok, est-ce que c'est normal pour vous? Je suis pas militaire. Mais je peux vous dire une chose, hein, c'est que les fusées éclairantes retombent au bout d'un moment. Et ça fait pas ça. Enfin bref. Tout ça pour dire que, au jour d'aujourd'hui, le mec a fait cette conférence de presse, revient sur ce qu'il a dit. Il a dit voilà, on m'a obligé. On m'a dit, pour pas éviter la panique, ceci, cela. Moi aussi, je les ai vus. Moi aussi, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Et on m'a obligé à faire cette conférence de presse ignoble, parce que pour moi, c'est ignoble. Parce que c'est que de la désinformation, que du mytho, que... Et au jour d'aujourd'hui, ça se ressent. Tout le monde, la majorité des gens, on rigole, on tourne ça à la dérision. Alors que putain, c'est vrai. Et c'est ça le pire, c'est vrai. En fait, moi, dans toutes mes découvertes, que j'ai pu, que ça soit les militaires haut placés, qu'ils ont pu raconter des trucs, franchement, ça me choque. Et franchement, ouais, c'est horrible de se dire que, en fait, moi, j'en veux même pas à ces gens-là qui vont dire des saloperies ou qui vont en rigoler ou qui vont dire, ouais, t'es folle ou quoi. Parce qu'au final, ils sont juste manipulés, ces gens-là. Ils sont juste, voilà. Puis ça les rassure aussi. Ça les rassure parce que ça fait peur. Ça fait peur de comprendre qu'en fait, on est les films, les pires films de science-fiction. On est peut-être même bien loin de tout ça, au-dessus. Vous voyez? Et ça, c'est choquant. Attendez. Mieux encore, on ne fait pas le nécessaire pour faire taire les témoins potentiels. Or, la seule raison, et je n'ai jamais à aucun moment pensé que les responsables de l'US Air Force ou du gouvernement américain pouvaient être traîtres à leur pays, autrement dit, la seule raison possible, imaginable, c'était qu'ils avaient une source d'information bien meilleure que tous nos rapports, y compris les rapports de pilotes de chasse. Oui. Et je pense d'ailleurs que le sujet continue à être fascinant. Je vais vous raconter encore une petite chose, que je suis au courant. Sur un bateau militaire porte-avions, il y a eu un petit problème en fait. C'est les porte-avions militaires quand ils se déplacent, ils sont censés enfin leur localisation n'est pas déterminée par personne hein, forcément. Hein. Ils ont été suivis par des objets non identifiés. Mais vu qu'il y a des caméras et qu'il y a des pilotes dessus, il y a plein de gens qui les ont vus. Ça a été filmé. Il y a eu des films de montrer également. Je vous les montrerai. Il n'y a pas de problème. Et en fait, le plus choquant dans tout ça, c'est que en fait, ils ont camouflé le truc encore. C'est-à-dire que les porte-avions qui sont censés être des trucs de guerre super bien placés, leur position cachée à tous, nanana, sont suivis par des objets non identifiés. Et quand ils font des témoignages, les pilotes, parce que les pilotes de chasse l'ont vu, ils volaient, ils volaient à côté d'objets qui jouent avec eux. Mais sachez que le pire, c'est que quand ils ont fait, ils ont appelé leur supérieur, est venu voir la vidéo. Et ben là, il a juste fait, ok, genre c'est embêtant et il s'est barré. Est-ce que vous pensez 2 minutes que on voit une technologie comme ça avancer? Mais la première chose à penser, c'est de se dire, merde, c'est quel pays qui a cet avancement? Non. Eux ne pensent pas comme ça. Eux savent très bien ce que c'est. C'est pas parce qu'on a découvert que très probablement les extraterrestres sont là, que très probablement ils interagissent avec nous, probablement de multiples façons, qu'il n'y a plus rien à découvrir. Au contraire, c'est le début d'une période absolument fascinante. Sachez une chose aussi, tout est question de fric pour moi. C'est-à-dire que depuis les années 40, quand ils ont vu les ovnis cracher, par exemple Roswell. Roswell, quand il s'est craché l'ovni, c'était des gens, c'est comme si, on va dire, vous habitez à la campagne,
il y a un truc qui crache dans votre jardin. Les premiers à le voir, c'est bien vous. Vous êtes perdu au milieu de la campagne, forcément. Eh ben, c'est pareil. Ça a été dans le Nevada d'ailleurs que ça s'est craché. Euh, et le pire dans tout ça, c'est que c'était des fermiers qui l'ont vu. Ils ont été sur place. Ils ont vu des débris, ils ont ramassé des débris, tout ça. Enfin bref, donc beaucoup de témoins. Ces témoins, ils ont été menacés. Mais les premiers sur place, c'est la première, comment dire, dans le journal qui est apparu par un militaire. Le militaire, je sais pas ce qu'il a fait, mais en fait, il a dit la vérité, en fait. Dans le journal, le premier communiqué a été, dans les années 40, là, quand c'était Roswell, a été de dire qu'il y avait eu un crash d'OVNI. Et ça a été, et après, ils sont vite revenus, et ils ont vite dit que c'était un ballon sonde. Et quand ils ont parlé de corps trouvés, ils ont été inventés que c'était un mannequin. Voilà. Sauf que non. C'était pas un mannequin, je peux le jurer sur tout ce que j'ai de plus cher. Vous voyez, c'est bête, mais franchement, j'espère que quand même, les gens ouvriront les yeux parce que c'est une question d'argent, tout ça. Une question de rétro-ingénierie, donc c'est-à-dire, ils veulent être en avance niveau technologie, donc ils prennent des objets là, et ils les décortiquent. Ils voient comment c'est fait et puis ils essayent de refaire la même chose. Mais sachez une chose, c'est que tout ça, à cette heure-ci où on parle, depuis les années 40 où ils ont commencé leur rétro-ingénierie, ils ont des technologies de malades. C'est-à-dire que ils pourraient par exemple, on va parler un truc tout bête, la Terre entière pourrait bénéficier d'électricité gratuite, sans polluer, normal. Sauf que, mais Tesla, parlons de Tesla. Tesla, il y a eu des brevets à lui qui ont été mis secret défense. Ce mec-là, il avait déjà trouvé à l'époque. Enfin bref, franchement, ça me rend dingue parce qu'en fait, tout ça c'est sous nos yeux. Et dès qu'on fouille un peu, on se rend compte du problème. Et le problème, tout est là. Tout est là. Et vous voyez, c'est qu'un exemple, hein, ça, quand je vous dis qu'on pourrait avoir... Il y a des gens qui n'ont pas d'électricité, il y a des gens qui, par exemple, qui ne peuvent pas avoir de l'eau. C'est dingue, parce que tout est qu'une question d'argent. Vous voyez, on va utiliser jusqu'au dernier truc, dernier bidon de gasoil ou de trucs pour pouvoir consommer un maximum. Alors que tout ça, je peux vous dire, c'est comme rouler à l'eau ou des choses comme ça. Ils ont des technologies de fous, bien plus évoluées que n'importe quel film de science-fiction, et ils le gardent pour eux bien précieusement. C'est une honte. Découverte fantastique et analyse extraordinaire, objective, oui, nous trouvons ça dans le second bouquin remarquable de Jean-Gabriel Grelet, paru également chez Guy Trédaniel. L'hypothèse extraterrestre, c'est le titre, mais c'est une certitude. Oui. Vous pouvez me faire confiance, Oh, oui. lui faire confiance, c'est une certitude. C'est un homme génial. Il avait les couilles, lui, à son époque. Il avait là, les couilles, ça, mais... Les choses comiques, à prétention sérieuse, Putain, c'est un bonhomme. qui sont évidemment c'est un bonhomme de fou. De l'intox. Beaucoup de respect pour lui et... Ce qui est assez bien dommage méprisable, qu'il soit plus on là. trouverait dans ses bouquins. Alors cet ouvrage en particulier, il est dangereux, parce que sous couvert de recherches qui ont l'air objectives, intéressantes, il s'inspire constamment du GEPAN puis du CEPRA, c'est la même mafia. On cherche à nous raconter des salades, parce que cet auteur Roussel s'appuie uniquement sur les principes de banalisation édictés par le GEPAN puis le CEPRA. C'est-à-dire que tous ces phénomènes appartiennent au genre tout à fait banal, c'est mal expliqué, les ovnis, oui, probablement, mais enfin, c'est pas sûr, on va voir, il n'y a rien. Alors, prudence. Ouais. Maintenant, nous allons nous rendre dans la Meuse, à Tronville-en-Barrois, auprès d'une famille qui ne fait pas parler d'elle, de gens normaux, qui ont vécu une bien curieuse aventure qui ne doit rien à l'imagination. Monsieur Michel Lopez, c'était la nuit du 3 janvier 1994, il était minuit environ. 0h05. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était 0h05, ça a duré jusqu'à 0h20. Alors, ce qui s'est passé, Je fais une petite pause juste pour vous montrer à quel point que le mec, il a du mal à en parler. Il a honte. Il en a souffert de cette expérience-là, ça se voit. Et bien souvent,
En fait, les gens, ils veulent juste comprendre ce qu'ils ont vu. Ils sont encore plusieurs témoins, là, vous allez voir. Ce qui est fascinant, c'est que le mec, il a du courage d'en parler parce que c'est bien. C'est bien, il faut des gens comme ça qui en parlent. Parce que si tout le monde flippe et se dit, oh, on va me prendre pour un dingue. Ouais, bah écoute, moi j'ai envie de te dire, prends-moi pour une folle. En attendant, c'est moi qui ai raison. Et moi je le sais. Mais bon, quelque part, c'est pas mon but non plus. Parce que je voudrais que enfin on évolue et enfin on se rende compte des choses. Parce que c'est pas normal qu'un petit groupuscule de personnes désinforme la majorité du peuple juste parce qu'ils l'ont décidé. Ils ont peur que ça soit la panique. Mais si c'est la panique demain, à cause de ça, ça sera à cause d'eux. À cause de toute cette putain de désinformation. Et puis la manipulation des gens qui sont un peu des moutons quand même. Parce que bon, bah, au final, les gens rentrent dans le jeu qu'ils veulent. C'est-à-dire, on venait de se coucher. Allez, On on va venait de se l'écouter. coucher. Donc, tout le monde était couché. Donc, moi, ma femme et mes enfants. Donc, moi, ma femme et la petite. Bon, tout d'un coup, moi, je vois une lueur très claire. Bon, alors, de là, moi, ça m'a quand même inquiété. J'ai dit, bon, il y a quelque chose qui se passe. Puis, premièrement, moi, je dors toujours mes volets ouverts. Comme je sais qu'il y a pas mal de coups de mur, des fois, de cambriolage de voitures, comme ma voiture couche dehors. Alors, je me suis mis tout de suite à ma fenêtre. Et c'est là que j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène-là? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est là que tout le monde s'est levé, hein, toute ma famille. Et puis, quand on a découvert ce phénomène-là, de l'intérieur, et on l'a observé peut-être 2-3 minutes à l'intérieur. Alors, M. Lopez, après avoir vu cette lueur dans votre chambre, vous êtes sorti, vous avez vu quoi? Ben, moi, j'ai vu un engin posé, mais je ne l'ai pas vu ni décoller ni atterrir. Je suis franc, hein. C'est ce que j'ai bien dit à tout le monde. Moi, j'ai vu qu'il était à terre. Et moi, pour moi, c'est un truc, un phénomène que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, ni ma femme, ni mes enfants. On a tous été marqués par ça. Et ça avait la forme circulaire, hein, en circulaire. À peu près, d'après ce qu'on j'imagine, 5-6 mètres en circulaire, avec un dôme. Le dôme était transparent. Le dôme en façade, très large, et très haut, et très transparent. Très transparent, très clair. On les voyait comme on se voit ici. Et vous avez vu des... 3 êtres humains. De front, hein, comme ça, hein, en façade. Comme voilà, on est là, tous les trois. Tous les trois. Ils étaient assis ou... Par moment, ils étaient assis, par moment, ils étaient debout. Ah bon? Dans cet engin-là. Ils étaient assis et par moment debout, hein, je précise bien. Parmi, après on a pris un par un les jumelles de ma fille. Parmi un des 3, celui qui se trouvait au milieu, il avait une tête comme ça c'est vrai. Plus grosse que la nôtre. Plus grosse que la nôtre, et bien important. Et les 2 autres se trouvaient dans un normal, une adulte comme nous, à peu près 1m75, 1m80 de grandeur. Et leurs vêtements se trouvaient gris, en amiante brillant. Gris en amiante brillant. visage découvert, il n'y avait pas de... Là, je ne peux pas vous dire, on ne voyait pas de masque. Hein. C'est donc ici, sur ce chemin, que M. Lopez a vu avec sa famille un engin d'origine extraterrestre ou originaire d'une autre dimension. Alors oui, sachez que il y a plusieurs dimensions. Comment vous expliquer ça simplement? Il y a des êtres, beaucoup de créatures, parce qu'en fait on est visité par plusieurs civilisations. C'est-à-dire que textuellement on appelle les grands blonds. Moi je pense qu'ils ont... Parce que Hitler voulait quand même des races aryennes, aux grands blonds aux yeux bleus, enfin bref. Et les grands blonds, donc c'est une civilisation. Il y a les gris, il y a plusieurs sortes de gris. Il y a les petits gris d'1 mètre, 1m20, tout, à peu près comme, voilà, assez petits. Il y a des races très petites, il y a des races plus grandes, il y a vraiment énormément de races. Après, il y en a des plus bonnes que d'autres, on va dire. Hein. Il faut savoir qu'il y a des enlèvements,
Il y a des gens qui se retrouvent pucés avec des puces à l'intérieur d'eux qui ont été parfois extraites. Et quand elles ont été extraites de leur corps, ce n'était pas. C'était en fait pas eu. On trouve souvent ça dans les météorites en fait. Et beaucoup de choses en fait à savoir. Il y en a qui sont inséminées, il y en a. Franchement, c'est un film d'horreur. Un film d'horreur. Ça a duré pendant un petit moment. Après, on a entendu un bruit. On a entendu une porte sur l'arrière qui se levait comme ça. Oui, je veux dire, mais pas une porte comme une voiture, une machine qui se levait comme ça. Et parmi un des trois, donc il y avait celui qui était là, à droite, celui qui était au milieu, il y avait une grosse tête, et celui-là. Celui qui était à ma gauche, là, a sorti par l'arrière et est venu devant. Et il avait une grande torche. Vous l'avez vu sortir? Ah oui, oui, il y en a un qui est sorti. Vous l'avez vu sortir? Il y en a un qui est sorti avec une torche. Et il a éclairé devant son appareil. Et puis après, sans doute qu'ils nous ont vu, parce que nous on les voyait très bien comme en plein jour. Donc il est sorti, après on l'a vu remonter dans l'appareil, tout s'est rééteint, et puis ça a pivoté, et on a entendu un bruit de réacteur, ça fait ouh, et puis on n'a plus rien vu, on est rentré. Mais on ne l'a pas vu repartir. Vous dites un bruit de réacteur, mais c'est Sifflement. un image. C'est pas un sifflement violent comme celui d'un Non, réacteur. non, c'est un bruit de sifflement. Sachez une chose, c'est que en fait, je pense personnellement, et d'après tout ce que j'ai pu voir, entendre et parler avec les gens, ici, en fait, nous, quand on va par exemple, je sais pas moi, on va en plein milieu de la nature, on observe les animaux sauvages. Donc du coup, des fois on les prélève, on les bague, des fois on les étudie. Voilà. Et je pense qu'ils font un peu pareil avec nous en fait. Ils prélèvent, ils regardent, ils analysent. Et voilà un peu la démarche qu'ils ont envers nous aussi. Hein. Auparavant, le phénomène ovni ne les intéressait pas. Mais confrontés à la réalité, les Lopez ont décidé de s'informer. Ils ont également fait part de leur expérience à d'autres personnes. Et là, malheureusement, ils se sont heurtés à l'incrédulité des gens. Oh ben, il y en a qui ont... Bon, les gosses, les jours qui suivaient, bon, ils ont fait traiter d'E.T., de fou, vous êtes fou, vous avez rêvé, n'importe. Tous les trucs comme ça qu'ils leur ont dit aux enfants. Même à moi, à mon travail, ils m'ont dit, mais tu rêves, t'as rêvé ou quoi? Bande de cons. Heureusement, les sarcasmes n'effacent pas la réalité. Ouais. Et comme c'est souvent le cas dans les affaires de contact, d'autres observations se produisent qui renforcent les précédentes. Quelques jours après, j'ai fait d'observations dans le ciel, à Tranville-en-Varouane. Mais moi, j'ai dit, on ne dira plus rien, parce que vu qu'on est déjà pris pour des fous, vous allez à Tranville, tout ça. Alors moi, j'ai dit, on ne dira plus rien, mais ce qu'on a vécu, on l'a vécu, et ce qu'on voit encore, on garde secret. C'est donc la famille de Lopez qui, lassée des imbéciles qui se sont moqués d'eux, décide de ne plus parler. C'est navrant parce que cette famille n'a pas été la seule à témoigner. Et ouais. Le lendemain, les Lopez ont rencontré une dame qui travaille au HLM de la région, qui elle aussi a vu dans la même direction, au même moment, un phénomène lumineux extrêmement violent, très visible. Et on a trouvé, et nous y sommes allés sur place, on a trouvé au sommet d'une colline, près de la statue d'une vierge, un sac dans le sol. Une enquête a été menée par une ufologue de Paris, Claude Raffi, qui est un homme tout à fait sérieux. Alors, je crois qu'il faudrait éviter désormais de se plaindre, de ricaner, de parler d'hallucinations, de se moquer des gens. Il faut les écouter, il faut les encourager quand ils parlent, parce que nous avons besoin de leur témoignage. Nous allons maintenant rencontrer un ufologue qui lutte aussi contre l'intox et qui a écrit cet ouvrage tout à fait remarquable, une enquête systématique sur l'observation du 5 novembre 1990. Là, nous allons en apprendre de Berthe et de Banure. Franck-Marie, 1947, naissance non pas du phénomène, mais de l'expression soucoupe volante. 1994, ça fait 47 ans. Bien évidemment, quand on est spécialiste, on sait que ça a terriblement évolué. Et on sait qu'on va vers autre chose. Alors, quel est le point de tes recherches dans ce domaine et vers quoi nous dirigeons-nous?
Bon, le point de des recherches, en fait, tout a commencé pour nous par le cas du 23 septembre 1986. Nous venions d'avoir la création de notre groupe, donc Bankovni, et les premiers appels à témoins Faut qui vraiment étaient que j'achète passés un à truc pour le l'époque poser, c'est relou. donnaient en fait un panorama de la situation sur le 23, les événements du 23 septembre 86, 7 heures du matin, une multitude d'objets au-dessus de l'Europe, des lumières dans le ciel, des objets apparemment matériels, et des témoignages qui sont arrivés qui confirmaient que la version officielle de l'époque donnée par le milieu scientifique français, à savoir des rentrées météoriques, ne correspondait à rien de cohérent par rapport aux témoignages. Mais à l'époque, on n'était pas réellement prêt à réagir peut-être aussi positivement, donc on a fourbi un peu nos armes avec le temps qui a passé. Alors, c'était quoi ça, ce bruit? Enfin bref, tout ça pour dire, vous avez vu? Encore un témoignage de plein de personnes. Et quelle est la réponse? On va vite trouver une explication. Voilà, on va calmer la populace qui a vu un truc, on va leur dire que c'est ça, et ils vont fermer leur gueule. Le problème, il est là. C'est qu'on se rend bien compte qu'on nous ment. Expérience venant du contact avec les témoins, et là on a eu effectivement de nouveau pour cette vague du 5 novembre 90 la possibilité de faire un travail peut-être plus évident. Alors, la manière dont ça s'est passé, bon, peut-être un très bref rappel, 5 novembre 90 vers les 19h, des multitudes de lumières dans le ciel, la nuit était tombée, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud ou au centre de la France, pour ce qui concerne la France. Des multitudes de témoignages qui étaient incohérents apparemment les uns par rapport aux autres, puisqu'il était question de triangles, de losanges, de sphères, de masses noires énormes. La version officielle donnait la rentrée de l'engin porteur d'un troisième étage de fusée qui avait lancé le satellite d'Horizon 21 quelques jours avant. De sources NASA, il y a la certitude, non confirmée de milieux soviétiques à l'époque, il y a la certitude qu'il y a eu une rentrée atmosphérique de fusée porteuse à 19h07, mais à la verticale de Beach, à 120 km d'altitude, donc à la frontière, à la limite de la frontière allemande. Or, un témoin qui est placé à 120 km de Beach voit cette rentrée atmosphérique par 45 degrés. Et plus on s'éloigne, plus l'angle est bas sur l'horizon. Or, pour ce qui concerne les témoignages du 5 novembre 90, plus de 80% des témoins affirment que l'objet était à leur zénith, en proximité immédiate, à moins de 300 mètres, à 19h précise. Alors, soyons clairs, deux témoins sont distants de 5 km. Ils affirment avoir été survolés par un objet à 19h précise, soit que l'objet fait 5 km de long, soit qu'il y a deux objets. Et on multiplie le raisonnement à l'infini sur l'ensemble de la France et on obtient déjà une première approche de constat. Déjà, on avait affaire à une technologie qui ne pouvait absolument pas être d'origine humaine. La moyenne des objets, la moyenne de longueur des objets qui sont impliqués dans les événements du 5 novembre 90 tourne aux alentours de 700-800 mètres de long. Silence total, silence relatif. Parce qu'un certain nombre de témoignages ont décrit qu'au passage de l'objet, le son était étouffé, les sons environnants étaient comme gommés. Donc il y a peut-être également dans la technologie qui est impliquée des phases qui échappent à notre raisonnement et à notre entendement au regard des sciences contemporaines, Bien mais sûr. qui par contre restent un tout cohérent. Si on analyse l'ensemble des témoignages au niveau national, on s'aperçoit qu'il y a des rapports communs, qu'il y a des points communs qui prouvent par ces témoins qui ne se connaissent pas, qu'ils ont observé quelque chose qui dépend de la même structure matérielle au niveau de la technologie, et que celle-ci ne peut pas être d'origine humaine. Il y a quelque chose qui se prépare, semble-t-il. Le 5 novembre 90, on a eu le sentiment extrêmement vif, et cela nous faisons le pari que personne, y compris dans le milieu scientifique, ne pourra prouver le contraire, que nous sommes rentrés en phase de pré-contact. Dans le sens où, d'une manière quasi générale, les témoins qui ont été confrontés à ces phénomènes Je suis d'accord. ont ressenti avec une très grande force le sentiment que le matériel qui se présentait à leur vision était en quelque sorte en représentation, était là pour être vu, pour qu'il y ait la possibilité d'étudier et de comprendre qu'il y avait un plan, de comprendre que c'était un matériel d'origine non humaine.
il y a une telle évidence que les informations qui ont transité tant par la gendarmerie que vers l'armée, que vers les observatoires, ou la presse, ou vers nous, abondent d'informations prouvant qu'il y a la réalité des phénomènes du 5 novembre et des déductions qu'on en a pu en faire. La position du CNES est en quelque sorte devenue comme il y a un mensonge. L'opinion publique a réellement été manipulée par l'attitude du milieu scientifique français qui a affirmé, pour clore le débat, qu'en quelque sorte tout était expliqué par la rentrée de cet élément de fusée. Je partage tout à fait les vues de Franck Marie, Tout à fait. le CNES, le Centre national d'études spatiales à Toulouse, chapeaute, a chapeauté Oh oui. le DEPAN et le CEPRA. Maintenant, il est le